Au micro, Khalifa Diakhaté, bien le bonjour, midi 15 sur e-radio. Merci pour votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Université de Thiès, les étudiants s'improvisent pique-assiette, on mettrait les guillemets si on veut. Ils s'invitent chez les voisins pour tenir debout. Les restaurants de l'UT sont fermés depuis le 20 novembre et ce en raison du non-règlement d'une dette aux repreneurs. Le spectre du Grand Bleu continue de terroriser Guet-Ndar. La calamité, fruit de l'avancée de la mer, dévoile son versant économique. L'impact affecte jusqu'à la marmite. Notre envoyé spécial à Saint-Louis, Oumou Kalsoumba, dans cette édition. Un recul démocratique, c'est ainsi que le rappeur Fou Malade qualifie le retrait de l'agrément de l'ONG Lead Africa pour ingérence dans le champ politique sénégalais. Malal Talla, de son état civil, est membre de Y'en a marre, mouvement qui a bénéficié de soutien financier de l'organisation non gouvernementale. L'état civil en Casamance, le préfet annonce des audiences foraines. L'opération devrait permettre à de nombreux parents de déclarer enfin leurs enfants, jusque-là sans même extrait de naissance. Restitution imminente au continent noir des objets d'art africains dans les musées français depuis bien des décennies. Les experts chargés du répertoriage ont rendu le rapport au président Emmanuel Macron ce matin. Le Graal pour le Sénégal, le sabre de El Hadj Oumar qui rentre à la maison. En sport, la large fenêtre de Seydina Abagay sur les compétitions africaines, particulièrement la présence sénégalaise, historique et chance des deux équipes engagées, le Jaraaf de Dakar et le Guédiawaye Football Club. Nous en parlons dans la page des sports. Comme tous les vendredis, la chronique de Mamoudou Ibra Kane, il passe au crible aujourd'hui l'enjeu autour de l'eau sur fond de bataille entre Suez et la SDE. La revue de presse de Ousmane Gueye refermera cette édition, mise en onde par Aliou Diassé, réalisation Aminata Ndong. Pour vous servir, Khalifa Diakhaté, bienvenue. Université de Thiès, les étudiants fixent un ultimatum au centre des œuvres universitaires, 72 heures pour régler la dette à l'origine de la fermeture des restaurants depuis 3 jours. Ils profitent de la générosité du voisinage pour manger jusque-là. L'amicale digère mal cette situation et menace Awa Diop. Cela fait 3 jours que les pensionnaires de l'Université de Thiès n'ont pas accès au restaurant. Conséquence, ils investissent certaines maisons et gares de la région pour pouvoir manger. Serigne Mansour Diène est le président de l'amicale des étudiants. Le mercredi, les étudiants étaient obligés de sortir dans les rues pour commander parce que les restaurants sont fermés depuis le 20 novembre. Et quand on n'a rien à manger, donc face à cette situation, on est obligé. Donc ils sont sortis, on est sortis, je vais dire même, pour aller commander avec les bonnes volontés pour avoir quelque chose. Les tentatives de rencontrer les autorités sociales du Temple du Savoir ont été vaines, un comportement que déplorent les étudiants. Et malheureusement, tout ce qu'ils nous disent, c'est que le problème ne se situe pas à leur niveau. Le directeur du cours, il ne peut pas être épargné parce que déjà le problème est d'ordre social. En plus de ça, il devait se charger de gérer les repreneurs pour qu'ils ne ferment pas ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'on a pu déplorer hier. L'ultimatum, le dernier mot des étudiants, il donne au CROUS jusqu'à dimanche pour résoudre cette situation. On a donné un ultimatum de 112 heures. Ici, dimanche, si le problème n'est pas réglé et qu'on arrive ici le lundi, constatant que le restaurant est toujours fermé, là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on fera, mais comme on dit, face à l'impossible, nul n'est tenu. Depuis le 20 novembre dernier, les restaurants de l'Université de Thiès ont fermé leurs portes. La cause, l'État doit la somme d'1,5 milliard de francs CFA aux repreneurs. Laissés à eux-mêmes, les étudiants se débrouillent comme ils peuvent pour manger et brandissent l'ultimatum. Awa Diop, augmentation des tarifs des inscriptions aux universités en France. La représentation nationale à Dakar attendrait les instructions de la métropole. L'attaché culturel qui l'indique a présidé ce matin le salon sur la formation et l'emploi à l'initiative des cours Sainte-Marie de Anne. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, était sur les lieux. Voici sa réaction au micro e-radio de Mamadou Diagne. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que la coopération du Sénégal avec la France dans le domaine de l'éducation ne concerne pas seulement les frais d'études de scolarité, c'est beaucoup plus vaste. Je pense que nous avons des coopérations dans le domaine de la formation professionnelle, nous l'avons aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur avec le campus franco-sénégalais, nous l'avons aussi dans le domaine de l'éducation avec un appui dans les investissements à travers le projet de développement de l'enseignement moyen à Dakar, le projet d'amélioration
de l'équité et de la qualité de l'enseignement en Casamance et un nouveau projet, le projet d'appui au développement de l'enseignement au Sénégal que nous développons. Et maintenant, plus spécifiquement, ce qui a changé après le séminaire intergouvernemental que nous avons tenu en octobre dernier et la visite du président Emmanuel Macron ici, c'est que dans le domaine de l'éducation, nous aurons une coopération plus étroite et plus suivie avec le ministère français de l'Éducation nationale, notamment dans le domaine de la formation des enseignants. Mais jusqu'à présent, les étudiants sénégalais qui sont dans les universités payent les frais d'inscription, parce que même ici au Sénégal, les étudiants sénégalais pour s'inscrire payent les frais d'inscription. En France aussi, jusqu'à présent, les étudiants sénégalais dans les universités publiques payent les frais d'inscription. Les étudiants qui sont dans les universités privées payent les frais d'inscription et de scolarité et dans les écoles d'ingénieurs. Donc ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de chaque État, parce que nous, quand on fixe nos frais d'inscription ici dans nos universités, on ne demande la permission à personne. Donc maintenant, c'est au Sénégal, aux étudiants sénégalais et au Sénégal, dans le cadre des bourses octroyées, de s'adapter à cela. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Le spectre de l'avancée de la mer rallonge les nuits de Guet Ndar. La calamité dévoile un autre versant de la terreur qu'elle inflige aux populations de Saint-Louis. Les familles n'arrivent plus à faire face aux besoins du quotidien. Notre envoyé spécial à Saint-Louis, Oumou Kalsoumba, nous en livre quelques détails. Écoutez. Hormis les dégâts matériels, la houle continue de dévaster tout sur son passage. Oui, ce phénomène climatique plombe aussi l'activité des pêcheurs de Guet Ndar. Vieux Ibrahima Wad. On attend que la mer se calme, une situation que nous vivons difficilement. Un père de famille qui vit de la pêche et qui est resté 5 jours sans travailler, imaginez-vous ce que cela fait. Pour résumer, ma fille, sachez qu'on ne vit plus en ce moment, on survit. Chérif Fall, également pêcheur, tire en ce moment le diable par la queue. Il est obligé de casser sa tirelire pour vivre. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de la houle. J'ai perdu aussi du temps. Je suis là à ne rien faire. Tenez-vous bien, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais épargné. De plus, la langue de barbarie a tué beaucoup de pêcheurs. Qu'on nous aide, c'est très dur. Un peu plus loin, à Gorumbach, les pêcheurs ont largué les amarres le temps que la mer se calme. Mahoudia profite de ses jours de congé pour superviser les travaux de réfection de sa maison. Comme ses collègues, il souffre. Je suis fauché, très fauché, comme un rat d'église. Le poisson est devenu rare, c'est normal car on ne travaille pas. Je suis pêcheur et j'adore le poisson. Mais nos habitudes culinaires ont changé. Si j'avais de l'argent, j'allais acheter du poisson à Dakar pour ma consommation et vendre le reste. En ce moment, on mange de la bouillie ou du riz avec du poisson fumé et c'est ce que j'ai servi aux maçons. Il n'est pas le seul. Les ménages subissent aussi les conséquences de la houle. Le poisson est devenu une denrée rare. Ndeye Diallo, mère de famille. C'est dur, mom. C'est plus que dur, mom. Parce que quand il n'y a pas de poisson, il y a des problèmes pour avoir quelque chose pour préparer le repas. Ça devient plus cher même. Ça devient plus cher. C'est compliqué. C'est plus que compliqué ça. Désormais, les pêcheurs de Guet Ndar et de Gorumbach prennent très au sérieux les alertes de la météo relatives à la houle très dangereuse. Ces professionnels de la mer ont préféré rester à quai pour parer à toute éventualité. Oumou Kalsoumba, Saint-Louis pour E-Radio. Le nouveau code de l'eau fixe les régimes juridiques des eaux non maritimes, un nouvel élément qui le distingue de l'ancien, entre autres, une précision du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, qui souligne que le transfert de l'eau de Keur-Momar-Sarr est intégré dans la nouvelle charte. Le projet de loi a été, je le rappelle, examiné et adopté lors du dernier Conseil des ministres. Écoutez-le au téléphone e-radio de Aminata Ndiaye Sarr. Donc c'est un code en réalité qui a pour objet de fixer les régimes juridiques des eaux non maritimes, y compris les eaux de delta, les estuaires et les mangroves, majeurs par rapport à ce nouveau code. Dans l'ancien code, il n'y avait pas la définition des termes clés relatifs au secteur de l'eau. Donc cela a été corrigé. Le champ d'application du code de l'eau n'a pas été clair. Cette fois-ci, donc, des clarifications ont été apportées par rapport à ce champ. Il y a tout ce qui est aussi donc, la fixation des principes généraux de financement, de la gestion donc, de l'eau. Il y a aussi le Conseil supérieur donc de l'eau qui n'a fonctionné qu'une seule fois depuis 1981. Donc il y a une partie du texte qui redynamise ce Conseil supérieur de l'eau et le Comité technique de l'eau.
Donc il y a aussi, par rapport aux dispositions pénales, une actualisation donc, de ces textes relatifs donc, aux dispositions pénales, donc à l'exercice par les agents et fonctionnaires assermentés ou commissionnés de leur pouvoir judiciaire en matière d'eau. En gros, en tout cas, ce sont ces différents points donc, qui ont été apportés comme éléments d'innovation majeure par rapport à cette nouvelle loi. Et Radio 12h10, la suite de cette édition, rumeurs politiques, politiciennes. Voilà en substance la réaction du député progressiste Santy Agne au tir groupé de l'opposition parlementaire sur le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse. Celle-ci l'accuse de mauvaise gestion et exige plus de transparence. Aucun crédit aux yeux du député. Écoutez-le avec Awa Diop. Je pense qu'ils ont dû donner leur argumentaire. Quand on exige une transparence, il faut pouvoir décliner en quoi il n'y a pas de transparence. Et à ma connaissance, je n'ai rien entendu de tel, sauf des déclamations. Cela dit, je pense que notre opposition devrait être beaucoup plus républicaine. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le Parlement est en train de travailler au contrôle justement de l'exécution du budget, de tous les budgets, dans les commissions techniques et maintenant dans la commission des finances. Et les principaux ténors de l'opposition sont désespérément absents de l'Assemblée. Ils se sont absentés pendant tout le temps que nous avons travaillé en commission et aujourd'hui ils commencent à gesticuler. Le président Moustapha Niasse a géré dans ce pays-là plusieurs départements ministériels. Il n'a jamais été épinglé pour une quelconque faute de gestion et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'épingler. L'info en continu sur www.imedia.sn. La nouvelle convention collective des journalistes, la non-reconsidération du barème des salaires susciterait une grosse déception chez l'une des pionnières de l'élaboration de ce projet, Diatou Cissé, ancienne secrétaire générale du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, s'est confiée à Migui Maram Ndiaye. Voici la synthèse de leur entretien. Cette nouvelle convention collective qui sera signée ce lundi constitue le bébé du SYNPICS sous l'ère de Diatou Cissé. L'ancienne patronne du syndicat national des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal en est fière. Diatou Cissé revient sur l'intérêt de cette convention, négociée sous son mandat. Elle a l'avantage d'être plus exhaustive en recensant tous les nouveaux métiers qui sont apparus dans le champ de la communication comme les infographes, etc. Mais il y avait également une dimension genre dans cette nouvelle convention collective qui s'intéressait effectivement à la grossesse de la femme journaliste reporter parce qu'on semble l'oublier, les femmes des médias font des gardes la nuit. Toutes ces conditions-là ont été prises en compte. Pour les minima salariaux, Diatou Cissé rappelle que le SYNPICS s'était basé sur l'accord d'établissement de la RTS. Reste à savoir si la nouvelle équipe l'a suivi à la lettre ou pas. Elle en doute. J'aurais appris que les nouveaux salaires prévus ne rentrent pas forcément dans ce cadre. J'en suis bien sûr désolée, mais je ne connais pas non plus les contraintes que les négociateurs ont dû rencontrer. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bien. Et ça, c'est à l'avancée du SYNPICS. À l'époque, effectivement, cette démarche a été saluée comme une démarche très novatrice parce que la particularité au Sénégal ici, c'est que les conventions collectives sont très très vieilles. Quant à l'application de cette convention, elle interpelle les reporters et le SYNPICS. Je pense qu'il est temps effectivement, particulièrement la convention des jeunes reporters qui est quand même bien représentée dans tous les organes, il est temps effectivement que, parce que la force du SYNPICS, la force de frappe du SYNPICS, ce sont ces militants dans les sections, dans les organes de presse. Si ces gens-là ne sont pas disposés à se battre pour pouvoir jouir des droits et des avantages que leur confère cette nouvelle convention collective, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Concernant le code de la presse, Diatou Cissé, ancienne patronne du SYNPICS, espère que la signature des décrets d'application va se faire avant mars 2019. 12h14, vous écoutez le journal sur e-radio. Retrait de l'agrément de l'ONG Lead Africa pour ingérence dans le champ politique sénégalais. Le rappeur Malal Talla qualifie la décision de recul démocratique. Il est membre de Y'en a marre, mouvement qui a bénéficié de soutien financier de l'organisation non gouvernementale. Il est avec Boudal Ndiaye.
C'est une reculade de la démocratie. C'est refuser fondamentalement l'éveil des consciences. C'est renier l'engagement du Sénégal par rapport aux droits humains. Parce que c'est fondamental. L'expression des libertés, c'est ça la démocratie. On ne peut pas. Quelle association ne reçoit pas d'argent? Toutes les associations reçoivent de l'argent. Même l'État même finance les groupements de femmes. Quels sont ces groupements de femmes? Ces groupements de femmes, c'est des associations, c'est des GIE. Pourquoi cibler Y'en a marre? Pourquoi s'en prendre à Y'en a marre? Qu'est-ce que Y'en a marre n'a pas pris les armes? Y'en a marre a tout simplement dit aux jeunes, allez retirer votre carte, c'est votre avenir qui se joue. Et il faut que ces jeunes-là aillent retirer leur carte. Maintenant, aller jusqu'à retirer des agréments. C'est vraiment un agrément d'une organisation de la société civile dont l'engagement est non partisan. C'est vraiment faire reculer la démocratie. L'info en continu sur www.immedia.sn. Réparation, le président français a reçu le rapport des experts chargés de répertorier les objets d'art africains qui peuplent les musées en France. Une restitution de ceux-ci est prévue ainsi que des biens culturels sur place depuis la période coloniale. Voici les détails avec Bokar Alpha Khan. C'est un rapport qui bouscule le monde de l'art et qui ne manquera pas de soulever des débats. Les experts Felwine Sarr et Bénédicte Savoie préconisent la restitution de plusieurs dizaines de milliers d'objets dérobés en diverses occasions lors de la colonisation en Afrique. Amadi Bokoum, le directeur du Musée des civilisations noires. Je pense que l'essentiel des objets concernés se trouve pour le moment dans les musées publics français, donc les musées qui appartiennent à l'État. La plupart de ces objets sont au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Je pense que la ligne de césure retenue pour le moment, c'est d'envisager tous les objets qui ont été collectés durant la période coloniale, soit sous forme de confiscation, soit sous forme de butin de guerre, soit sous forme un peu de fourberie, comme ça s'est passé dans le cadre de la mission de Dakar-Djibouti. Je crois pour le Quai Branly, voilà quoi, environ 6 à 47 000 pièces. À peine remis au président Macron, ce rapport suscite quelques réticences en France où les musées risquent de perdre leur attractivité. Pour Amadi Bokoum, les temps ont changé et le mouvement est irréversible. Nous sommes dans un monde où la subordination ne peut plus être imposée durablement. Donc je pense que le président Macron a eu la bonne idée de taper dans la fourmilière. Il y aura de la résistance, il y aura du désordre certainement, mais la chose, tôt ou tard, finira par se faire. Donc je pense que les pays africains qui souhaitent récupérer certains des objets qui se trouvent dans les musées publics français vont pouvoir le faire très rapidement. La restitution des œuvres culturelles a toujours été retardée par l'argument selon lequel les pays africains n'auraient pas les moyens de conserver les œuvres. Un faux débat selon Amadi Bokoum. C'est un parfait faux problème. Ça n'a aucune espèce de sens. Parce que d'abord, pour nous, ces objets, pas tous, n'ont jamais été des objets d'art au sens occidental du terme. Il faut cesser de centraliser la vision occidentale de l'art. Ces objets étaient pour la plupart des objets sacrés, ils étaient dans les cultes. C'est quand on les a confisqués, quand on les a amenés en exil, qu'on a décidé que c'était des objets d'art. Ils ne le sont pas. Donc je pense que c'est un faux problème. D'autres pays africains comme le Bénin ou encore le Gabon sont déjà en train de s'organiser pour recevoir des dizaines de milliers de pièces d'exception spoliées par la France. Bokar Alpha Khan, difficile d'estimer le nombre de pièces à rendre au continent noir. Fort heureusement, le Sénégal tient son Graal. Le sabre de El Hadj Oumar devrait rentrer à la maison dans le cadre de cette restitution. C'est du moins ce que révèle Amadi Bokoum, le directeur du musée des civilisations noires, qui estime que l'objet en question est un patrimoine de tout un continent. Écoutez-le. Le maître n'est pas n'importe qui, c'est un pan-africain d'abord. C'est une personne qui s'est battue sur plusieurs terroirs africains. Et quand je parle de terroirs africains, je ne parle pas des terroirs établis par la colonisation. Je parle de l'Afrique continue. Voilà, ce sont des types qui ont voyagé dans toute la bande soudano-sahélienne, qui étaient jusqu'au Nigeria, qui étaient jusqu'à Lazare. C'est des pan-africains. Et qui se sont battus en panafricain. Quand ils ont perdu sur un terroir, ils ont continué sur un autre. Voilà, et c'est très important pour nous. Cet objet est venu 2 fois au Sénégal. On nous l'a prêté
C'est assez loquace. On l'a prêté 2 fois. Et à chaque fois, nous avons dépensé des millions pour l'avoir et ensuite pour le rendre. Bon, nous avons aussi été très restrictifs vis-à-vis de nos engagements. Je pense que maintenant, avec l'initiative du président Macron, on va demander sa restitution définitive et immédiate. Hamadi Bokoum était avec Bokar Alpha Khan, bénéfique pour la jeune génération. C'est l'appréciation de certains Sénégalais rencontrés par Stéphanie Bassigaloupo. Il salue par ailleurs cette initiative du président français Emmanuel Macron. Ça permettra quand même aux jeunes de connaître l'histoire du Sénégal. Et ça leur permettra aussi d'être cultivés, de mieux connaître ce que nos ancêtres nous ont légué par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation. Bon, ça permet aux jeunes de savoir d'où ils viennent, de maîtriser leur histoire. Voilà. C'est une bonne chose si aujourd'hui on peut restituer tous ces objets-là. Parce que face à la mondialisation, on a vu que la culture africaine s'est retrouvée détruite, n'est-ce pas? Elle est harcelée de toutes parts et ces pertes de valeur-là a une conséquence négative sur nos jeunes. Donc la restitution, c'est une bonne chose et il va falloir maintenant que nous, on prenne conscience de l'importance de notre culture, que nous puissions déjà bien garder ces objets précieux dans un musée et que dans nos programmes scolaires, nous puissions aussi introduire les matières d'ordre culturel pour que la population, en grandissant, sache consommer la culture. Dès l'instant où au Sénégal, depuis quelque temps, on s'est lancé dans de grandes infrastructures telles que le musée des civilisations qui a été créé il y a de cela quelques années. Donc il serait bon maintenant que ces objets-là reviennent pour maintenant faire fonctionner ces musées-là qui viennent d'être créés. Et comme ça pourra permettre à la génération actuelle et à la génération future de voir maintenant ce que leurs ancêtres savaient faire comme art et pour valoriser l'art africain. L'actualité internationale sur e-Radio. Bien le bonjour, Bokar Alpha Khan. Bonjour Khalifa Diakhaté. Les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Nigeria ont tenu ce matin une séance de travail à Dakar. Et ce qu'on peut retenir donc de cette rencontre, c'est que les deux pays vont rétablir la force africaine d'intervention rapide sur le continent. Cette déclaration a été faite par les ministres des Affaires étrangères sénégalais et nigérians. Maître Sidiki Kaba et Geoffrey Enyama ont fait cette déclaration donc aujourd'hui. Cette rencontre avait pour but de consolider les relations diplomatiques entre les deux pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cameroun, un nouveau prêtre a été tué par des hommes armés en zone anglophone. Oui, de nationalité kenyane, le prêtre se trouvait au Cameroun depuis plus d'1 an. Il a été tué par balle alors qu'il se trouvait devant son église. L'identité de ses bourreaux demeure confuse, mais des témoignages concordants indiquent que les assaillants portaient des tenues militaires. Patrimoine africain, en Côte d'Ivoire, une collection fantôme. Justement, on en parlait tout à l'heure dans le journal avec le professeur Hamadi Bokoum. Le musée des civilisations d'Abidjan a été pillé lors de la crise post-électorale en 2011. C'est pourquoi donc un manifeste vient d'être lancé et ce manifeste s'appelle Non à la culture du vide. C'est une initiative destinée à sensibiliser sur la protection du patrimoine et ce manifeste va être distribué partout en Côte d'Ivoire afin d'être signé par les autorités mais aussi par les particuliers. Et en signant ce manifeste, les gens s'engagent à protéger le patrimoine du pays et à refuser que les trésors nationaux tombent dans l'oubli. Et pour terminer, Bokar Alpha Khan, l'ONU-SIDA qui plaide pour un accès universel au dépistage du VIH pour vaincre l'épidémie. Oui, parce qu'à peine la moitié des séropositifs connaissent leur statut sérologique en Afrique de l'Ouest et centrale. L'ONU-SIDA plaide donc pour un accès universel au dépistage pour vaincre l'épidémie à l'occasion de sa campagne pour la 30e journée mondiale de lutte contre le sida, qui est prévue le 1er décembre, mais qui est déjà lancée à Abidjan. En 2017, à l'échelle mondiale, 75% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut contre 66% en 2015, soit une amélioration sensible. Mais selon M. Sidibé donc de ONU-SIDA, on est loin d'avoir gagné le combat. Aujourd'hui, on baisse la garde, ce qui risque de conduire à un rebond de l'épidémie en Afrique. Alpha Khan, merci. Dans un instant, les sports avec Seydina Abagay. Le journal des sports de e-Radio.
Sedna Bagay, bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté. Jaraf et Génération Football tenu en échec hier lors des matchs avancés de la 4e journée du championnat national de Ligue 1. Ouais, et ils ont été tenus en échec alors qu'ils doivent représenter le Sénégal dans les compétitions africaines. Les deux représentants ont ainsi malheureusement raté une occasion de se rassurer avant d'entamer la campagne africaine. Mais cela n'empêche pas la confiance dans les camps de Génération Foot et du Jaraf, comme l'indique Ousmane Gueye. À quelques jours de leur entrée en lice dans les compétitions africaines, le Jaraf et Génération Foot affichent leur détermination. Talafal, chargé de la communication de Génération Foot, affirme que l'équipe va défendre toutes ses chances. On n'a pas à avoir peur de l'adversaire, c'est un match de foot, donc il faudra être présent et aller jusqu'au bout dans nos convictions, parce qu'on sait qu'en jouant, on peut battre n'importe qui, mais aussi en sachant rester dans un équilibre d'une bonne équipe. Donc savoir défendre ensemble et savoir attaquer ensemble. Donc ça, je pense que le staff technique s'y est bien préparé. Et nous espérons quand même que nous pourrons tenir tête à cette équipe de Djoliba. Du côté du Jaraf de Dakar, l'on veut franchir un nouveau palier malgré certaines difficultés. Léonard Diagne, secrétaire général du club de la Médina, estime que le manque de moyens plombe réellement les chances des clubs sénégalais. Mais pour les compétitions africaines, il faut dire que c'est un mal du Sénégal, des équipes sénégalaises. Parce que je pense, à notre avis, qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème de moyens, il y a un problème aussi de méthodologie de travail. Je pense que si nous continuons à travailler dans ce sens avec l'avènement du football professionnel, peut-être que dans quelques années, nous allons en tous les cas briller sur la scène africaine, autant le Jaraf que tout autre club sénégalais. Seuls les représentants du Sénégal, le Jaraf et Génération Foot vont essayer de passer les tours préliminaires des compétitions africaines des clubs. Ceci pour accéder aux phases de poule, une chose qui se refuse aux clubs sénégalais depuis quelques années. Sedna Bagay, un dernier test raté avant le rentrée en lice en compétition africaine des clubs. Oui, un dernier test raté et peut-être que ce sera aussi le cas dans les compétitions africaines parce que depuis 2004, aucun club sénégalais n'a atteint la phase de poule des compétitions. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre du coup à des résultats positifs de nos clubs? Après cette disette longue de 14 ans, le Jaraf et Génération Foot peuvent-ils y mettre fin? C'est la question que l'on se pose et c'est la question que l'on a posée au doyen Laïdjao. Il est avec Aïssata Ndiaye. Le palmarès n'est pas du tout reluisant. On retient d'abord les demi-finales réalisées par la Gendarme, l'US Gorée et le Jaraf. Là, il s'agit de la Ligue des Champions. Il y a aussi que la Gendarme a eu à disputer une finale de Coupe CAF. C'était pendant les années 90. Sinon, les clubs sénégalais disparaissaient dès après le deuxième tour. Il y a encore quelques années, les clubs sénégalais résistaient dans la sous-région. Le Jaraf a comme adversaire une équipe du Togo qui me paraît à sa portée. Parce qu'à ce niveau, le Jaraf fait des efforts, pas seulement d'exister, mais d'être un tout petit peu plus conquérant. Ils ont remarqué que depuis des générations, le club sénégalais qui va en Afrique et pour sortir après 2 tours. Le Jaraf ambitionne pour cette année de briller à ce niveau. Donc le Jaraf donne l'impression de pouvoir réussir à ce niveau. Même si après 4 journées de championnat, le Jaraf n'a pas gagné. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Par contre, pour Génération Foot, ça me paraît plus difficile. Parce que Génération Foot a un club malien. Moi, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris de voir Génération Foot sorti par un club malien. Parce que les Maliens paraissent même un tout petit peu plus rompus à la tâche que les clubs sénégalais. Donc, si le Jaraf a préjugé favorable devant le club togolais, face à qui il peut se qualifier, Génération Foot doit être très solide pour passer devant le Djoliba de Bamako. Khalifa, l'actualité sportive, on y reviendra plus amplement cet après-midi dans eSport avec Bouba et Babacar Ndaoufay. Merci beaucoup Sedna Bagay. Juste avant la revue de la presse, cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, Aïda Mbaké arrêté. Aïda Mbaké entre donc les mains de la gendarmerie. Il s'agit de la dame qui avait brûlé vif son mari, Khadim Ndiaye, décédé, qui a succombé donc à ses blessures. La gendarmerie de Anne, nous apprend-on, l'a exfiltrée de la clinique où elle était suivie. Elle a accouché juste après son forfait. Information emedia.sn. Nous y revenons dans nos prochaines éditions plus en détail. GD16 vous offre la revue de presse. C'est avec Ousmane Gueye.
Alors que l'on croyait le pouvoir et l'opposition proches de la réconciliation autour du fichier électoral, voilà que tout ou presque tombe à l'eau. Un désaccord sur toute la ligne, comme le résume Source A à sa une ce matin. Source A fait état d'une bouderie de la salle informatique du ministère de l'Intérieur par le Front de résistance nationale qui tourne ainsi le dos à Ali Ngouille Ndiaye et ses équipes. Bouderie, c'est également le terme employé par Sud Quotidien pour rendre compte de la consultation qui a donc finalement bugué hier à la place Washington. Au cœur du conflit, rapporte le journal, l'accès au numéro d'identité CEDEAO des électeurs demandé par les opposants. C'est en tout cas les explications fournies par le directeur de la DAF dans Vox Populi. Si on leur permettait de mettre en ligne le numéro CEDEAO, ça aurait faussé la sincérité du parrainage, avertit le commissaire Ibrahima Diallo. Un niet catégorique donc qui fâche Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix et leurs camarades qui descendront dans la rue pour crier leur colère. Marche le 29 novembre, siège du ministère de l'Intérieur le 6 décembre, annonce Vox Populi à sa une. Mais avant, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie et les non-inscrits décidés à solder leur compte avec le président de l'Assemblée nationale sont passés à l'acte. Un nouvel épisode d'une guerre sans fin, pour reprendre l'expression de l'Observateur. En cause, la gestion du budget de l'hémicycle, le respect du règlement intérieur, la violation de la parité lors de l'élection du bureau. Par conséquent, il faudra s'attendre dimanche prochain à un débat tendu à l'ouverture des plénières pour le vote du budget 2019, préviennent les Échos. Plus que tendues, les relations sont devenues simplement houleuses entre l'océan Atlantique et les populations de Saint-Louis. Mais attention à vite accuser la brèche ouverte par l'État en octobre 2003. Ou si elle n'est pas hors de cause, elle n'est pas le seul facteur qui mine le quotidien des Saint-Louisiens. Une mise au point de la directrice de l'environnement à la page 11 de l'Observateur. Sans études approfondies, il est difficile de déterminer les facteurs de perturbation d'une part et l'étendue des zones impactées par ces facteurs d'autre part. Mais pour Marilyn Diarra, il faut se dire la vérité en face. Il arrivera un jour où effectivement ces zones littorales disparaîtront, comme ça arrive ou peut arriver ailleurs sur la planète. L'embouchure artificielle, pas la seule responsable. Cheikh Bamba Dièye, tout à fait d'accord, mais tout de même convaincu que les conséquences sont meurtrières puisque emportant des vies de pêcheurs de la ville. L'ancien maire de Saint-Louis, également interrogé par le quotidien du groupe Futur Média, qui accuse l'État de ne pas se soucier de la sécurité de ses citoyens, préconise une étude sérieuse, la mise à disposition de 100 milliards, un relogement des habitants concernés et des techniques d'endiguement. Et en attendant une réaction du chef de l'État à cet appel de Cheikh Bamba Dièye, ce sont les services de Oumar Gueye qui se chargent d'aller au chevet des victimes à Kayar et Fass Boye. Kayar et Fass Boye parce que la houle n'inquiète pas qu'à Saint-Louis. Un soutien aux impactés va bientôt arriver, lit-on dans la Tribune sans plus de précision. Assurance à la page 4 de la Tribune donc, menace à la page 2 de Enquête. Des menaces signées le ministre de la Santé à l'endroit de l'Alliance And Gueusseum. Face aux grèves à répétition, Abdoulaye Diouf Sarr n'exclut pas de faire recours à l'arme de la ponction comme cela a déjà été le cas dans l'éducation. Et dans l'arène, Eumeu Sène se bande les muscles cette fin de semaine et pourquoi pas roi des arènes 2018. Il a été élu meilleur lutteur à NPS cette année. Des échos aussi des trophées à NPS à la une de record avec Sadio Mané qui remporte un 5e ballon d'or. GD16 vous a offert la revue de presse. Le meilleur pour la fin, comme tous les vendredis, la chronique de Mamoudou Ibra Kane. Il passe au peigne fin. Aujourd'hui, l'enjeu autour de l'eau sur fond de bataille entre Suez et la SDE. Suez arrive tel le Beaujolais nouveau. Ambition affichée par l'adjudicataire provisoire du marché de distribution de l'eau au Sénégal, faire de notre pays sa porte d'entrée en Afrique. En plus du Sénégal, la société française vise le Bénin, l'Angola et le Nigeria. L'information n'a pas échappé à la vigilance du journal Le Témoin qui est allé puiser dans les pages de Jeune Afrique qui a ouvert ses colonnes au directeur général adjoint de Suez chargé des zones Afrique, Moyen-Orient, Inde et Pacifique, Bertrand Camus. Seulement, l'affaire n'est pas encore gagnée. Suez devra se défaire de la SDE, déterminée à se battre et requinquée par la recevabilité de son recours devant l'autorité de régulation des marchés publics. La sortie du DGA, du numéro 2 mondial de l'eau, n'est pas innocente du point de vue communicationnel.
Jusqu'ici très silencieux, le groupe Suez parle et amorce la contre-offensive en donnant des renseignements sur sa stratégie. Le probable futur fermier ne se contente plus de son statut de fournisseur de conseils et de constructeur d'usines d'eau. Il veut désormais se jeter à l'eau. Comprenez par là que Suez entend s'investir et investir dans la distribution de l'eau en Afrique subsaharienne. Le Sénégal pourrait alors servir de terrain d'expérimentation. Sur ce point, sans remettre en cause la compétence technique de l'adjudicataire provisoire, il y a sujet à débat. En effet, le remplacement probable de la SDE par Suez peut paraître risqué. Délégataire du service public de l'eau au Sénégal pendant 22 ans, la Sénégalaise des eaux peut légitimement se prévaloir de l'avantage de la connaissance du terrain face à son concurrent qui découvre un environnement nouveau. L'atout de l'un, le handicap de l'autre. Mais peut-on considérer Suez comme un nain? Son rang de deuxième mondial n'est pas à négliger. En attendant de connaître l'issue de ce bras de fer, un constat s'impose. L'eau est devenue un enjeu que le Sénégal aurait tort de sous-estimer. Bien plus que le pétrole et le gaz, la ressource hydrique aiguise les appétits des géants. Une réflexion stratégique sur la problématique de l'eau ne serait que bénéfique pour un pays entouré de fleuves, de lacs et d'océans. L'adoption par le Conseil des ministres du mercredi 21 novembre du projet de loi portant code de l'eau donne des raisons d'espérer. La loi numéro 81-13 du 4 mars 1981 relative au dit code disposait déjà dans l'exposé des motifs que le principe essentiel entre tous est celui de la domanialité publique des eaux qui fait de cette ressource un bien commun à tous. Dès lors, l'État, qui est garant de l'intérêt général, doit veiller à la bonne planification des ressources hydriques, leur bonne gestion et leur répartition équitable entre les différents usagers, pour paraphraser le Code de l'eau, en passe d'être révisé. Parce que source de vie, l'eau est aussi, à ne pas l'oublier, source de conflit. En 2017, un article paru dans la revue Global Environmental Change indiquait que des régions en Asie du Sud, en Amérique latine et, tenez-vous bien, en Afrique, risquaient de connaître des conflits autour de l'eau. Mamoudou Hurakan, Université de Thiès, les étudiants s'improvisent pique-assiette. Ils s'invitent chez les voisins pour tenir debout. Les restaurants de l'UT sont fermés depuis le 20 novembre dernier en raison du non-règlement d'une dette aux repreneurs. Et puis le spectre du Grand Bleu qui continue de terroriser Guet Ndar à Saint-Louis. La calamité, fruit de l'avancée de la mer qui dévoile son versant économique, l'impact qui affecte les marmites. Notre envoyé spécial nous a livré les détails. Oumou Kalsoumba à Saint-Louis. Et puis un recul démocratique, c'est ainsi que le rappeur Fou Malade a qualifié le retrait de l'agrément de l'ONG Lead Africa pour ingérence dans le champ politique sénégalais. Malal Talla, de son état civil, est membre de Y'en a marre, le mouvement qui a bénéficié de soutien, entre autres, de soutien financier de l'organisation non gouvernementale. L'état civil en Casamance, nous en parlerons dans nos éditions de cet après-midi. Et puis la restitution imminente au continent noir des objets d'art africains dans les musées français. Depuis bien des décennies, les experts chargés du répertoriage ont rendu le rapport au président Macron ce matin. Le Graal pour le Sénégal, le sabre de El Hadj Omar qui devrait rentrer à la maison. En sport, la large fenêtre de Sidina Abagay, vous l'avez suivi sur les compétitions africaines, particulièrement sur la présence des équipes sénégalaises avec l'historique et leur chance des deux équipes, notamment Jaraaf et GFC.
Comme tous les vendredis, Mamoudou Ibra Kane a refermé cette édition avec justement sa chronique qui a passé au peigne fin. L'enjeu autour de l'eau sur fond de bataille entre Suez et la SDE. Journal mis en onde par Aliou Diassé, à la réalisation Aminata Ndong, au micro Khalifa Diakhaté, Salim To, la sonorité qui s'entend bien avec le ventre. Pour les anciens, pour les initiés, excellente journée et bon appétit. Lam yakum wartaya